On va reprendre cette session qui a commencé ce matin, donc la session Investir le paysage par l'expérience sensorielle. Nous avons eu une communication ce matin et donc Denis Delbar et Imen Wali vont animer la suite de cette session avec deux autres communications. Merci. Merci Fabienne. Nous allons maintenant écouter Adèle Beaufils, dont la présentation s'intitule « Les interrelations humains-étangs dans les milieux aquatiques des parcs naturels régionaux de Millevaches et du Périgord-Limousin ». Nous allons voir avec Adèle comment les concepts et les méthodologies inspirées de la phénoménologie et de l'anthropologie ingoldienne peuvent aider à structurer une approche du paysage à partir des expériences qu'en font ces acteurs. Adèle, si vous êtes bien là, c'est à vous. Oui, merci. Je ne sais pas si je mets la vidéo, ça va marcher. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adèle Beaufils. Je fais actuellement donc, une thèse qui traite des interrelations humains-étangs donc dans les écosystèmes aquatiques des PNR de Millevaches et du Périgord-Limousin. Et en fait, l'intitulé en entier, c'est de la gestion à l'habité. Donc, cette thèse, elle se réalise au sein de Géolab à Limoges. Et c'est une thèse aussi qui s'inscrit dans un projet régional de recherche qui s'appelle Nature en Nouvelle-Aquitaine, le projet NANA, et qui traite en fait de la gestion de la nature et de son évolution au sein des structures PNR de Nouvelle-Aquitaine. Et l'axe dans lequel s'insère plus particulièrement la thèse, en fait, se focalise sur la gestion de l'eau. Je vais commencer par simplement faire un petit tour d'horizon, enfin planter le décor et savoir dans quel contexte en fait s'inscrit cette thèse-là sur la question des étangs. La gestion des étangs, en fait, elle est au cœur du débat, notamment sur des enjeux écologiques, que ce soit de continuité écologique des cours d'eau ou de ressources en eau. Et Marie-Anne Germaine ainsi que Régis Barrault avaient noté dans un ouvrage sur les rivières de l'ouest de la France que depuis les années 2000, il y avait la mise en place en fait, d'un nouveau paradigme d'aménagement des cours d'eau qui s'appuie sur la science écologique et en fait qui place les cours d'eau entre deux visions qui peuvent être qualifiées de diamétralement opposées. Donc, certains vont prôner l'idée d'une rivière libre, sauvage, entre guillemets, sans trace d'aménagement ou d'intervention anthropique, tandis que d'autres revendiquent ces aménagements-là comme un héritage culturel et ou paysager. Donc, ces aménagements, c'est pour l'essentiel, en fait, des Adèle, votre micro a été désactivé. Voilà, ça a été remis. Je ne sais pas depuis quand ça a été désactivé. Bon, quelques minutes. Ok, donc il y a deux visions du cours d'eau. Une qui est une vision d'une rivière libérée et sauvage, et de l'autre côté, une autre vision où on met en avant en fait ces aménagements de la rivière comme un héritage culturel et paysager. Et l'objet étant, en fait, dans cette vision dichotomique, même s'il est issu d'un aménagement, il peut s'inscrire dans la catégorie aussi des zones humides, donc ce qui est considéré comme naturel, tel que défini par en fait, la Convention de Ramsar, qui est un traité international sur les zones humides, et ce, à la différence donc, des seuils et des barrages. Donc certains gestionnaires souhaitent que ces étangs-là soient effacés, en d'autres mots, qu'ils soient vidés afin de laisser libre cours aux cours d'eau et aux zones humides de se réinstaller, invoquant alors l'idée d'un état de référence. Dufour et Piéguet d'ailleurs parlent de paradis perdu, alors que d'autres en fait opteraient davantage pour une sauvegarde de ces étangs-là, allant parfois jusqu'à la patrimonialisation en fait, de ces territoires d'étangs, que ce soit pour des raisons écologiques comme culturelles.
Donc la distinction entre ces deux manières de penser la gestion et le devenir des étangs paraît difficile, de plus parce que l'étang est bien un objet dit hybride, pour reprendre le terme de Bruno Latour, c'est-à-dire qu'il n'est ni totalement naturel, ni totalement culturel. Et d'ailleurs, cette difficulté à définir une gestion commune des étangs s'explique aussi en partie par une réglementation sur l'eau dans laquelle, parfois, les étangs n'apparaissent pas clairement définis, comme par exemple dans la directive cadre européenne sur l'eau, la DCE. Donc ainsi, l'étang est tantôt considéré comme un obstacle à la continuité écologique et sédimentaire, au même titre que les seuils, tantôt comme milieu aquatique d'une valeur écologique intéressante, support de biodiversité. Et la valeur écologique en fait, des étangs est d'autant plus complexe à définir. Les étangs, dans le Limousin en tout cas, n'ont pas tous été construits à la même période et donc ne correspondent chacun à des formes de société, à des organisations de société qui sont différentes. Donc, il ressort des premiers entretiens réalisés dans le cadre du projet Nature en Nouvelle-Aquitaine, NANA, avec les gestionnaires de l'eau des PNR, que les étangs anciens en fait, semblent trouver leur place dans une valorisation écologique, tandis que les étangs créés lors de la dernière vague de création, c'est-à-dire 1960-1980, eux sont au cœur des tensions. Et ces derniers, de plus, sont liés à une société de loisirs où ceux qui ont hérité de ces étangs n'ont pas continué ne les ont pas forcément entretenus. Et c'est cet abandon, en fait, qui aujourd'hui entraîne de nombreux problèmes écologiques. Donc, outre ces problématiques écologiques, Pascal Barthou, qui est géographe limnologique, qui fait de la géographie en limnologie, a noté qu'en Limousin, il n'y avait pas vraiment une culture des étangs, mais comme on en retrouve en fait dans la Brenne ou en Lorraine ou encore dans les Dombes, mais plutôt différentes communautés au sein desquelles l'étang pouvait trouver sa place. Néanmoins, le Limousin connaît quand même une forme de culture d'étang à travers cette dernière vague de prolifération des années 1960-1980, mais il reste à savoir quelle place tient actuellement cette culture au sein des choix de gestion de l'eau. Et d'ailleurs, le rapport Terre d'eau, Terre d'avenir de 2019, réalisé par Tufnel et Bignon, repose précisément ces enjeux liés à des territoires d'eau marqués par des aménagements anthropiques et leur intégration en fait, dans une approche écologique de la gestion de l'eau. S'ajoute à ça des précédentes sécheresses qui ont ravivé les préoccupations liées à la qualité de l'eau, des cours d'eau, d'une part, et du stockage de l'eau, d'autre part. Donc, les gestionnaires de l'eau pointent du doigt l'étang en fait, comme perturbateur du bon état écologique des cours d'eau. Et alors, pour certains agriculteurs, en revanche, l'étang représente une retenue d'eau utile en cas de sécheresse, d'ailleurs plus pour abreuvoir, pour des questions d'abreuvoir dans le Limousin, d'irrigation. Et enfin, en fait, pour les pêcheurs, les habitants et ou les touristes, l'étang est un plan d'eau support d'activité au bord duquel ils peuvent trouver un peu de fraîcheur et qui constitue un cadre de vie de qualité. En fait, dans un tel contexte, on a fait alors deux constats pour commencer cette thèse. Le premier est que l'on assiste, pour reprendre les mots de Nathalie Carco lors de la journée Paysage et eau, on assiste à une désincarnation en fait des paysages de l'eau lorsqu'on veut représenter des schémas de gestion de l'eau. Et le deuxième constat est que par conséquent, en fait, l'étang en tant qu'objet hybride est difficile à appréhender pour ces gestionnaires de l'eau qui se basent sur des paysages désincarnés. Ainsi, l'approche qui a été choisie pour cette thèse vise donc à sortir de cette vision dichotomique et désincarnée des paysages de l'eau. Il semblait alors opportun dans ce travail d'arriver à approfondir les manières dont sont perçus et vécus les étangs, d'abord dans le but de mieux comprendre les controverses qui existent aujourd'hui autour de la gestion des étangs, et puis parce qu'elles enrichissent et diversifient
les regards portés sur cette gestion. Alors que les PNR de Millevaches et du Périgord-Limousin, en fait, de par leur labellisation, constituent des structures qui travaillent sur les relations entre territoires, structures PNR et habitants et autres acteurs en fait, de ce territoire, il existe toujours entre structures et les autres gestionnaires et acteurs autour des étangs de nombreuses tensions concernant le devenir des étangs, donc entre effacement et sauvegarde. Donc l'objectif en fait de cette thèse n'est pas de trouver une autre gestion qui réglerait en fait tous ces problèmes liés aux tensions et aux controverses autour de la gestion des étangs, mais bien de faire en fait un pas de côté et de pouvoir par rapport à ces controverses afin de se placer dans le paysage par une approche paysagère dite phénoménologique. Donc par ce biais en fait on tente de saisir les éléments qui conditionnent, qui construisent aussi les choix de modèles de gestion et qui construisent des discours autour des étangs. Alors, ce travail, il tend par là aussi à questionner notre rapport à la nature, ici à travers les étangs, comme environnement proche, en utilisant notamment cette approche paysagère phénoménologique et sensible. Donc, on tentera de répondre dans cette thèse à deux questions. De quelle manière, en fait, les étangs sont-ils vécus par les différents acteurs qui les côtoient? Et que révèlent, en fait, ces expériences paysagères et sensibles sur les controverses actuelles concernant les choix de gestion des étangs? En fait, l'ambition, ça va être d'essayer de montrer la manière dont une approche paysagère, plus particulièrement phénoménologique, est envisagée afin de porter un nouvel éclairage sur les étangs. Donc l'approche phénoménologique, dans cette thèse, elle s'articule autour de deux notions principales que sont l'habité et l'engagement. L'idée de l'habiter, c'est de repositionner l'être humain au sein de son milieu. Les étangs alors se matérialisent en tant que milieu plutôt qu'objet d'étude. Jean-Marc Besse décrira l'expérience du paysage en fait, d'immanence, d'immersion et de participation. Et on s'appuie aussi sur Tim Ingold qui, lui, à travers son article Globes and Spheres, met en avant, en fait, note la posture en recul des sciences dites objectives par rapport au monde, des sciences dites objectives par rapport au monde dans nos sociétés occidentales. Aussi, la première étape de ce projet de thèse est de recentrer l'humain, de réincarner notre milieu, dans notre cas les étangs, c'est-à-dire de se retrouver dans ce que Tim Ingold appelle le life world, donc ce qui est représenté par des sphères, et en fait dans lequel l'être humain est immergé. Donc cette posture, elle permet de dépasser la vision du paysage comme monde construit par les sociétés humaines, et le paysage est alors compris comme un monde habité. En phénoménologie, notamment, phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty dit qu'il n'y a pas ici d'objet pensant, en fait, un corps sujet de perception. Et cette manière de s'engager avec nos milieux est une clé de lecture, en fait, de la perspective d'habitation, dwelling perspective, dont Tim Ingold parle. Cette notion s'entend comme une manière d'aborder les étangs au travers des diverses façons de les habiter grâce aux différents usages et pratiques et différents médiums qui nous mettent en relation entre le paysage et pour ce qui est de l'engagement, en fait, l'engagement dans son milieu nous amène à prendre en compte les façons de le connaître et de l'appréhender. Et la notion d'expérience paysagère est alors mobilisée. Le principe de cette expérience, en fait, se base sur les perceptions du monde qui nous entoure, nous traverse. Ces relations créant le paysage s'apprécie par là grâce au sens déployé du corps phénoménal, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Allard Corbin lui dira que le paysage, en fait, est entre autres une expérience phénoménologique puisqu'il est une affaire des sens. Ainsi, en s'appuyant sur l'expérience sensible, l'ambition est d'explorer ces paysages étangs. Et le paysage est pris dans sa dimension
phénoménologique arrive à constituer un ensemble de connaissances, de savoir, knowledge based on feelings, pour encore une fois reprendre Tim Ingold, et on abordera ces savoirs en fait dans leur dimension ordinaire et vernaculaire, c'est-à-dire formés par l'expérience quotidienne du paysage. Pour autant, ces savoirs, ils ne sont pas à opposer à des savoirs scientifiques, dits objectifs, de notre société occidentale. Ceux-là même peuvent être considérés de façon à être une forme de révélation du monde, auquel cas, dans la perspective d'habitation, la considération sensible du paysage permet d'enrichir ces autres savoirs plutôt que de les supplanter. Et ce sont ces différentes manières de s'engager avec l'environnement qui donnent lieu à différentes constructions des savoirs. Tilly et Cameron Dom dans An Anthropology of Landscape, eux parlaient de la subjectivité en disant qu'elle est la base en fait de notre savoir du terrain, de notre paysage, provenant de cette expérience d'être au monde et de notre observation, etc. Donc dans cette étude, le corps, dans cette étude de thèse, le corps devient l'outil principal de recherche et les perceptions sont la matière principale qui alimente cette thèse. Pour ce faire, donc ce travail de thèse s'inscrit dans une démarche qualitative. Il s'agit d'étudier avec, et le travail de terrain est organisé donc en plusieurs étapes qui sont interdépendantes. La première est celle de l'immersion du chercheur, donc ma propre immersion en fait dans les paysages d'étang. La deuxième est la rencontre des acteurs autour des usages des étangs et enfin la collecte de leurs récits, de leur expérience paysagère des étangs. Donc le choix de s'immerger dans les paysages d'étang en fait vient d'une volonté d'avoir au même titre que les personnes interrogées une expérience de ces paysages. C'est une façon en fait d'habiter les paysages d'étang. Donc ainsi, j'ai opté pour le carnet de terrain accompagné de croquis et de prises de notes. Néanmoins, enfin, cette démarche, elle ne se suffit pas en elle-même pour ajuster une approche plutôt anthropologique. Et cette expérience personnelle du terrain est seulement une introduction. Elle est encore trop superficielle pour saisir en fait, toute la complexité et les subtilités et la multitude en fait, des façons d'habiter et de gérer les étangs. Donc, pour rentrer en fait, en contact avec ces différents acteurs, je me suis basée sur les entretiens réalisés dans le cadre du projet Nana, et ce sont qui m'ont en fait donné des pistes sur les autres types de structures ou acteurs qui en fait, étaient en relation régulièrement avec les étangs et qui en avaient la gestion. Donc à partir de là, j'ai pu prendre contact avec d'autres acteurs, que ce soit les faux acteurs que l'on retrouve, ce sont des pêcheurs, des propriétaires privés d'étangs et des gestionnaires de cours d'eau, donc type syndicat mixte, mais on a aussi des associations de protection de l'environnement. Donc à travers de la rencontre et la collecte des récits de ces acteurs, il était question de mettre en lumière les manières de percevoir et de vivre les étangs. Et il n'était pas question en fait, de séparer le connaître du vivre. Ces deux étapes en fait, constituent la base d'une réflexion sur la construction des savoirs locaux. Il n'était pas non plus question en fait, de faire des généralités, ni de constituer une base de données très exhaustive, mais bien de se concentrer en fait, sur une approche qualitative. Donc l'entretien, c'est un entretien qui est semi-directif et qui consiste en plusieurs parties. La première partie, elle s'intéresse à la biographie de la personne interrogée, d'où elle vient, de quelle manière elle a construit, enfin, de quelle manière elle a
connu, comment elle en est arrivée à connaître l'étang, le lieu sur lequel on travaille, et de comprendre aussi le caractère de sa relation avec l'étang, le type d'engagement avec cet étang, c'est-à-dire les activités qui sont pratiquées, et auquel cas peuvent-ils en fait partager des anecdotes, des événements, mais aussi de leur demander ce qu'ils connaissent de l'étang. Et puis la deuxième partie, en fait, se concentre davantage sur les manières d'être en contact avec l'étang, c'est-à-dire au travers de quels instruments ils pratiquent ce lieu, sur la relation et l'expérience sensible du lieu, que ce soit que ce soit de l'ordre esthétique ou lié au bien-être. Et alors dans ce cadre-là, on leur demandera également qu'est-ce que signifie pour eux, excusez-moi, la distinction nature-culture, puisque la notion de nature est souvent invoquée en fait dans ces questions d'étang et de gestion de l'eau. Enfin, la troisième partie est une forme de transition pour l'étape suivante du terrain. Il est demandé aux personnes interrogées de sélectionner 3 ou 4 photos de l'étang, donc de préférence prises par eux-mêmes. Donc c'est une technique de native image making. Et ces photos sont en fait un moyen d'illustrer ce qu'ils perçoivent de l'étang, mais aussi de voir où peut se placer l'attachement ou justement le rejet en l'étang. Et ces photos sont bien intéressantes car elles m'aident à placer pour la deuxième étape de ce terrain. Excusez-moi, oui. Si vous pouvez conclure en 1 ou 2 minutes. Parce que... Oui, bah là c'est bon. Là, d'accord, merci. À placer ensuite la caméra. Ces photos-là m'aident à placer la caméra. C'est l'avant-dernière truc. Donc la vidéo, elle est utilisée comme une approche sensible des étangs. L'audiovisuel, elle nous permet une meilleure prise en compte en fait, de la dimension multisensorielle, avec l'aspect sonore qui semble notamment important dans ces idées pour partager des ambiances. Et la caméra et le micro, alors, prend la place du corps faisant l'expérience des paysages d'étang. Et elle serait celui qui perçoit son environnement. Cette vidéo, pour chacun en fait, des acteurs, constitue une mise en récit de leur expérience sensible de ces paysages d'étang, dans le but de révéler leurs savoirs locaux et ou vernaculaires. Et le montage audiovisuel, ensuite, qui est réalisé à partir de l'entretien et de cette vidéo, est mobilisé pour le rendre accessible, ces savoirs. Et dans une deuxième partie, sera la base en fait, d'un travail d'analyse des différents savoirs et de la construction des discours qui y sont associés. Les petits films réalisés sont aussi témoins d'une forme de poétique en fait, des paysages d'étang. Et ils sont l'occasion de partager ces différents regards et approches. Et la thèse entend en fait, pouvoir enrichir les réflexions qui s'engagent autour des étangs pour s'inscrire davantage dans un processus d'échange et de compromis dans un contexte qui est très controversé sur la gestion des étangs. Donc pour conclure, je suis actuellement en, fait, en pleine phase de terrain, donc je n'ai pas de résultats. J'ai commencé quelques entretiens et d'autres sont programmés. Et si le projet de cette thèse est d'accéder à d'autres formes de savoir, ce n'est pas tant pour justifier en fait, tel ou tel type de gestion que pour ensuite les mettre en relation avec ces autres savoirs scientifiques lors de débats sur la gestion des étangs et leur devenir. Et dans un deuxième temps, le but est de prendre les rapports de force qui peuvent s'opérer en fait, entre experts de la nature et de la gestion de l'eau et non-experts, ainsi que les mécanismes en fait, qui légitiment tel ou tel savoir par rapport à d'autres prises de position concernant les étangs. Et là, je vous ai mis rapidement un petit lien d'une vidéo que j'ai réalisée sur la phénoménologie de la perception lors d'un webinaire pour avoir plus d'informations, si vous voulez, sur le cadre théorique de l'idée de paysage phénoménologique pris dans cette thèse. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'était un exposé très clair, très structuré. Vous avez parfaitement respecté le temps qui vous était imparti. C'est donc maintenant le temps des questions. Moi, j'en ai évidemment, mais peut-être que dans le public, il y a d'autres. Bon, on a
Oui, je prends la parole, Denis. Merci. En fait, je me posais la même question que vous sur la question du paysage désincarné. J'avais aussi peut-être envie, Adèle, que vous éclairiez cette notion. Et alors, même pareil aussi, est-ce que le processus que vous engagez pourrait opérer comme une médiation entre différents intérêts opposés et pour les recontextualiser d'une autre manière? Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusque-là? Alors pour la première question qui est sur la notion de paysage désincarné, c'est que dans la gestion, sur les questions de gestion de l'eau, souvent il est fait référence à des paysages où l'être humain en fait est relativement absent. Et on parle souvent d'un retour à la nature ou de laisser la rivière reprendre ses droits. Enfin, c'est des termes qui sont beaucoup revenus, notamment dans les entretiens qui ont été faits dans le cadre du projet Nature en Nouvelle-Aquitaine, donc des entretiens qui ont été faits auprès des gestionnaires de l'eau et qui ont une vision, en fait, c'est la désincarnée du paysage, c'est-à-dire sans trace, sans trace d'aménagement anthropique et sans trace des activités humaines. Donc l'être humain est retiré, en fait, des paysages et complètement absent. Et c'est en ça qu'il est désincarné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humanité, entre guillemets, enfin de présence humaine dans ces paysages-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, parfaitement, merci. Et pour la deuxième question, qui était une question de l'idée de est-ce que la thèse pourrait avoir un but de médiation, c'est ça? Je ne sais pas si on pourra aller jusque-là, parce que on sent quand même. J'ai fait que très peu d'entretiens, donc ce serait un peu m'avancer sur ce sujet-là. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu dans les échanges, il y a peut-être une ouverture de trouver des compromis à des échelles plus locales, donc avec des personnes qui sont très ancrées en fait dans le territoire et qui ont une très bonne connaissance d'un étang, alors que chez les gestionnaires de l'eau qui ont une vision beaucoup plus globale, puisqu'ils traitent en fait d'un paysage souvent plus large, à des échelles plus larges, il y a une difficulté à peut-être à faire du cas par cas. Ce qui est compliqué aussi à leur échelle parce qu'ils traitent des territoires qui sont beaucoup plus larges qu'une personne qui est sur un étang. Il y a ça d'une part, et d'autre part, certains gestionnaires partent quand même du principe que les sciences dites objectives sont ont une légitimité plus importante et surtout dans un contexte où en fait on a une réglementation qui met des objectifs en place et il faut atteindre ces objectifs-là, donc il y a une pression aussi qui est liée à du résultat. Et ces gestionnaires-là donc, ont tendance à qualifier parfois les autres opinions ou autres formes de savoir de croyances et donc de ne pas forcément faire un pas vers d'autres types de gestion. Oui, mais peut-être pour prolonger la question, oui. dans les diapositives que vous avez présentées au début, il y a cette l'approche phénoménologique permettrait d'accéder à des prescriptions, des propositions, des préconisations de gestion qui seraient peut-être plus pertinentes, plus acceptables, je ne sais pas comment il faut dire, plutôt que de rester dans la logique verticale, classique d'analyse et de prescription un peu descendante. Donc ça, c'est une hypothèse de votre recherche. Est-ce qu'on peut entendre, elle postule l'hypothèse qu'une approche phénoménologique est plus ouverte sur la complexité et sur une forme de souplesse
l'approche plus radicale et plus positive, plus normative, qui s'argumente, comme vous vous rappelez, du violence dite. Je ne sais pas si ma question est très claire. Yves, ça c'est un peu, donc je vais. Mais en fait, l'idée, c'est justement l'approche phénoménologique permet de sortir de ce processus enfin, elle essaye de comprendre pourquoi certains savoirs sont plus légitimes, sont considérés comme plus légitimes que d'autres, et donc certains savoirs sont mis au-dessus, et donc on a vous parlez de politique verticale. Après, je pense que justement l'idée était de sortir de toutes ces. C'est vrai que ça me pose, ça me pose une question. De sortir un peu de ces idées de verticalité. Mais c'est vrai que réfléchi comme ça, il y a peut-être une forme plus horizontale, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre la construction des différents savoirs, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui considérés comme légitimes, que des savoirs plus locaux. Et donc d'aller prospecter, en effet, l'ensemble des savoirs, et ensuite d'essayer de comprendre pourquoi il y a justement un phénomène descendant, enfin, de top-down dans les politiques actuelles, notamment sur la gestion de l'eau. Je prends un exemple. C'est pas une hypothèse, l'idée c'est d'aller explorer. Je pense pas que la thèse puisse permettre de trouver une solution en fait à opérer un renversement des processus de prise de décision. Oui, on n'en est pas encore là, mais elle peut peut-être contribuer à cette réflexion-là. Ça serait déjà pas mal. Mais je vais prendre un exemple. Supposons, Adèle, que vos enquêtes mettent en évidence une forte dimension paysagère de ces éléments aux yeux, par exemple, des pêcheurs à l'écran, et que d'autre part, entrent en conflit avec la politique environnementale qui concerne ces et qu'elle préconiserait, pour des raisons qu'on peut certainement entendre, de les faire disparaître. Comment est-ce que vous faites, vous, à partir de là? En quoi est-ce que l'approche phénoménologique vous permet de trouver une position qui vous semblerait potentiellement juste dans un débat que finalement vous n'aurez fait qu'accroître, accentuer, puisque vous aurez donné d'une certaine manière une légitimité supplémentaire au point de vue des pêcheurs? Pour rappeler, au début, j'ai justement l'objectif de cette thèse, c'est de ne pas trouver une solution ou un point juste d'équilibre, une sorte de solution miracle où tout le monde, en termes d'aménagement, les personnes seraient contentes. C'est juste de rendre compte, en fait, c'est juste de rendre compte des différents mécanismes de mise en place de contextes aussi controversés, et d'essayer de comprendre d'où ça peut venir. L'idée n'est pas justement malheureusement de trouver une solution, mais d'essayer de rendre compte que chacun a des arguments qui sont entendables, et que peut-être il est possible, on peut faire l'hypothèse de traiter ça un peu au cas par cas, et de trouver un terrain d'entente avec des compromis qui peuvent être faits dans chacune des parties, en fait, de chacune des parties. Voilà, l'objectif de la thèse, il n'est pas de trouver une solution, mais vraiment dans une approche plutôt exploratoire et sensible, pour comprendre qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de juste choix, et il y a simplement des choix qui sont faits, et pourquoi ils sont faits comme ça. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante, si vous le voulez bien. Donc, c'est la présentation de Ekaterina Chamova,
dont la recherche est dirigée par Catherine Groux. Et c'est une recherche qui parvient, elle, qui se rapproche, je pense, de son terme. Katharina, tu me démentiras peut-être. C'est une recherche qui est intitulée « Projet artistique de marche collective au croisement d'expériences partagées du paysage et du territoire » et qui se construit autour de l'analyse de projets artistiques de marche conçus par des artistes chorégraphes. Voilà, je n'en dis pas plus. Je donne la parole à Ekaterina. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On t'entend. Et Katharina, on ne vous entend pas. Peut-être qu'il faut quitter la session et la rejoindre à nouveau pour… Voilà. Est-ce que vous nous entendez ? Ekaterina, est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être qu'il faudrait vous reconnecter. Il faudrait peut-être vous reconnecter parce que est-ce que vous avez bien… Ah, ça y est. Est-ce que vous avez bien… Est-ce que vous m'entendez maintenant ou pas? Parfait, Oui. parfait. Oui, vous m'entendez? Pardon, excusez-moi. Et alors, je vais mettre ma caméra. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Super, désolée, excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, oui, en fait, comme a dit Denis, je suis plutôt… donc, je suis en début de ma 5e année de thèse que j'écris au laboratoire LACT sous la direction de Catherine Groux. Et je suis maintenant en phase de la rédaction, on va dire, plus ou moins active de cette recherche. Moi, à la base, je suis ni paysagiste ni architecte. Je viens de master de recherche en art contemporain. Et aujourd'hui, dans l'intervention, je souhaite surtout me concentrer sur la manière dont ma méthode de recherche s'est constituée et ceci par les allers-retours entre la problématique, les hypothèses, l'état de l'art et l'analyse du corpus. Pour aller dans le vif du sujet, je travaille sur quelques projets de marche collective qui sont proposés par les chorégraphes. Et chacun mettant en place son protocole qui travaille les questions d'itinérance, de la perception d'espace, du sensible, du corporel, de l'imaginaire et du collectif. Et ces projets, ils s'effectuent en groupe de marcheurs dans des paysages divers. En fait, ces plusieurs termes, c'était aussi les prémices de ma recherche et une certaine grille qui m'a servi de la sélection des projets qui ont fait partie de mon corpus. Alors, il s'agit à ce jour-ci de 5 projets principaux que j'ai pu aussi expérimenter. Donc, il s'agit de 2 éditions de projets Les Promenades Blanches de l'artiste-performeur Mathias Poisson et Alain Michard, du projet Attention à la marche qui est proposé par Mathias Poisson, Robin de Courcy, le collectif d'art de la rue La Folie Kilomètre et Laurent Petit, et également 2 éditions du projet Slow Walk de la chorégraphe belge Anne-Thérèse de Kersmacher. Ici, je ne vais pas m'attarder sur les contextes respectifs formels de ces projets parce qu'ils figurent sur les slides, mais je souhaite esquisser brièvement leur protocole et leur contenu pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, pour les promenades blanches, c'est un projet qui commence
pour ces participants par un protocole qui est annoncé par les artistes. Et ensuite, les participants, généralement, c'est un groupe de 15 à 30 personnes, jamais plus, se répartissent en binôme où une personne met des lunettes floues et l'autre personne la guide. Et ainsi, le groupe part pour une exploration de la ville, de ses ambiances variées, des intérieurs, extérieurs, des qualités variables de l'espace. Au milieu du parcours, les rôles changent. Le projet dure 1h30 en totalité et il finit par un échange informel entre les participants, les artistes et les organisateurs de l'événement. Donc, j'ai pu participer à 2 installations de ce projet qui figurent ici dans le slide. Et c'était dans le cadre des festivals de danse. Un autre projet, c'est un projet Attention à la marche qui était l'événement inaugural de festival été métropolitain, chapeauté par Bordeaux Métropole. Et ce projet, il a une durée plus importante de 2 jours. Il a fait participer à peu près 150 personnes. Et il y avait 30 km qui étaient parcourus autour de la métropole bordelaise. Ce projet a été coproduit par la structure Bruit du Frigo, c'est la structure de création et de soutien artistique qui œuvre sur le territoire bordelais et qui est aussi à l'origine de la conception et de la valorisation de sentiers métropolitains, sentiers des terres communes, il s'appelle ça comme ça maintenant. Et l'autre structure, c'est Bureau des guides, donc c'est une structure qui s'occupe de la valorisation de sentiers Gérard 2013. Dans ce projet, les expériences qui étaient proposées aux participants relevaient des pratiques respectives des artistes engagés. Et ils avaient aussi à faire avec les spécificités du territoire parcouru, ses problématiques, composition spatiale, ambiance, situation, mais aussi liées à l'intention de proposer une expérience collective à un grand groupe. Enfin, le projet Slow Walk d'Anne-Theresa de Kersmacher, il se base sur le principe qu'elle utilise sur le plateau, qui s'intitule « Comme je marche, je danse », qui considère l'espace et le temps et la manière dont les deux apparaissent dans l'expérience de chacun en fonction de ses manières de marcher. Le protocole de ce projet est simple et compliqué en même temps. Il s'agit justement de marcher lentement. Pour le projet, il y a plusieurs groupes qui sont formés, qui débutent à des endroits différents indiqués de la ville, guidés par les danseurs de la compagnie d'Anne-Theresa de Kersmacher. Et donc, ces groupes, ils partent pour une marche lente de 4 heures, qui convergent à la place publique à la fin pour un workshop collectif avec Anne-Theresa de Kersmacher. Donc, à partir de ce corpus et aussi à partir des intuitions de départ, j'ai formulé ma problématique. Et alors, cette recherche se positionne à l'endroit des processus qui sous-tendent les projets artistiques de marche collective et relèvent des qualités de l'expérience vécue individuellement et collectivement sur une temporalité donnée de projet. Cette expérience est à considérer dans l'immédiateté de rapport et dans une relation dynamique et réciproque en mouvement entre le groupe de marcheurs et de l'espace autour, avec ses qualités, intensité, temporalité, forme, et aussi avec les autres. Ainsi, les questions que j'aborde dans cette thèse peuvent se formuler assez simplement. Ce sont les questions telles que comment marchons-nous ensemble? Comment transformons-nous l'espace traversé? Qu'est-ce que nous produisons ensemble en traversant l'espace d'une certaine manière? Quel genre de relations s'établissent-elles sur la durée de projet, etc. De cette problématique, on découlait plusieurs hypothèses. Il y avait des hypothèses de départ qui ont évolué. Il y avait d'autres hypothèses qui sont apparues. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter surtout une hypothèse principale qui permet d'engager, on va dire, de manière optimale la complexité des échelles de cette réflexion. Et donc, cette hypothèse est la suivante. Du point de vue de la présence collective dans l'espace, les manières dont cette présence dialogue avec les visées et intentions plus larges, institutionnelles, politiques ou territoriales, et les manières des artistes chorégraphes de concevoir et d'envisager la place de l'expérience dans ces contextes respectifs, suggèrent une manière de fabriquer quelque chose ensemble et se rapprochent de la notion du territoire ou du moins d'une certaine intention territoriale. Ceci serait en lien avec la nature de l'expérience vécue individuelle et aussi collective qui, elle, suggère une manière d'être au monde
en tant que paysage. Donc ici, je vous ai formulé l'axe principal de cette recherche qui se formule comme le croisement des notions expérience individuelle et collective, paysage et territoire. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, cet axe, il traverse